C'est bien Chérif Diop, il est le fondateur d'Africa Dome Center. Bonsoir Monsieur Tine et merci d'être avec nous. Bonsoir et puis heureux d'être avec vous encore une fois. Encore une fois, la première émission c'était avec vous. N'est-ce pas? Alors, la situation dans le Sahel, comme disait tout à l'heure Chérif Diop, comment aujourd'hui expliquez-vous la dégradation de la sécurité dans cette zone, surtout avec ce qu'on a noté dernièrement à Inates, dans une base militaire où on dénombre 71 morts? Exactement, il y a eu 71 morts, c'était le 10 décembre dernier. Mais en janvier dernier, Inates aussi avait été attaqué, il y avait 18 morts. Donc comme ça a été le cas il n'y a pas si longtemps à Mondoro, au Mali, et bien sûr à plusieurs reprises aussi au Burkina Faso. Donc, quand on compte les morts en 2019, ça fait beaucoup plus de 1500 morts dans les trois pays. Alors, il me semble aujourd'hui, il est temps de voir comment des djihadistes qui de plus en plus sont coalisés, mieux organisés, et ensuite qui ont un agenda et qui ont une avance tout le temps sur les États qui sont ciblés, et qui aujourd'hui sont téméraires parce que leur cible, c'est les militaires. Et il faut bien prendre acte du fait, effectivement, qu'ils ont quand même ébranlé les bases des institutions sécuritaires au Sahel. Donc il me semble aujourd'hui, le temps est venu de regarder les choses en face pour voir que les politiques sécuritaires nationales mises en place ne marchent pas. C'est un échec donc. De mon point de vue, je pense qu'il faut avoir le courage de repenser les politiques sécuritaires et de repenser les politiques sécuritaires de façon à considérer une stratégie qui soit une stratégie régionale, qui soit une stratégie holistique et qui soit une stratégie fondée sur ce qu'on appelle la sécurité humaine et pas exclusivement et seulement sur les armes. Je pense que c'est très important par rapport à un des mécanismes qui consiste à combattre les terroristes. Et combattre les terroristes aujourd'hui, de mon point de vue, c'est qu'il faut que la CEDEAO fasse ce qu'on appelle la revue sécuritaire du Sahel. Faire la revue sécuritaire et en tirer les conséquences. Justement, Président Luntine, c'est quoi le rôle finalement de l'Union africaine, de la CEDEAO? C'est vous qui l'avez cité dans cette histoire-là, quand on voit qu'une fois encore, pas plus tard qu'hier, à l'issue du sommet de Niamey, présidé par le président burkinabé Roch Kaboré, encore une fois, on fait appel à la communauté internationale et particulièrement la France. Et on va y revenir, la France avec l'appel de Macron qu'on peut juger condescendant ou néocolonialiste à la limite. Bon, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de dire que ces défis dépassent largement les compétences et les possibilités du G5 Sahel qui a été mis en place depuis 2014 et qui n'a pas les moyens. La plupart de ces États sont en train aujourd'hui de crever leur budget en mettant énormément d'argent dans les forces armées. De plus d'1 milliard. Exactement. Et effectivement, les résultats, on les voit. Donc, la revue sécuritaire sur le plan régional est extrêmement importante. On ne peut pas, je le redis, c'est-à-dire que là où nous avons des problèmes, il faut prendre acte aujourd'hui des limites de ce qu'on appelle nos États post-coloniaux. Ces États n'ont pas de souveraineté sécuritaire. Ces États n'ont pas les capacités de combattre ce qu'on appelle le terrorisme. Ça veut dire face à ce qu'on appelle le conflit asymétrique, ils ont des limites objectives. Donc il faut s'asseoir, pas seulement avec les chefs d'État dans le sommet, pas seulement avec les technocrates comme on a l'habitude de le faire, mais également avec la société civile, avec les jeunes, discuter. Parce que les mécanismes d'alerte d'urgence ne marchent pas. Parce que souvent, les armées, les camps sont surpris souvent par les attaques. Et il n'y a pas également de réponse rapide. Maintenant, si vous avez une chaîne où les gens savent détecter les signes pour dire, écoutez, attention, il y a du nouveau, il y a ceci, il y a cela, on entend. Parce que là, on a l'impression qu'en réalité, les services sont sourds et aveugles. Alors, donc, il faut avoir une possibilité, parce que aussi, dans les conflits asymétriques, le renseignement, ça compte
beaucoup. Donc vous êtes d'accord avec l'appel passé par les chefs d'État à l'issue de la 4e session extraordinaire donc de la conférence des présidents du G5 Sahel, je le disais hier à Niamey, qui demande à ce que le Conseil de sécurité place sous mandat, sous chapitre, pour être plus précis, sous chapitre 7, l'intervention des forces justement de ces pays du G5. Ce que j'ai dit, ça dépasse les G5 déjà. Même sans le mandat, ils l'ont. Mais je suis d'accord, effectivement. Non, sous chapitre 7, hein? Non, je suis là, totalement d'accord. Mais je veux dire que ce chapitre, il faut le mettre au compte de la CEDEAO, au compte effectivement d'une stratégie régionale. Et l'aménagement dans ce cas, à l'UNITIL. C'est une troupe de maintien de la paix. Et l'ONU a été claire. Ce sont les armées nationales qui doivent lutter contre le terrorisme. Je pense qu'ils l'ont dit depuis très longtemps. Et chaque fois, moi, j'ai fait une sortie pour dire, écoutez, il faut prendre acte du fait qu'ils font du maintien de la paix. L'aménagement est extrêmement utile là-bas sur place. Vraiment, par rapport aux défaillances de l'État, ils sont là, ils sont présents et effectivement multifonctionnels aussi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comment lutter efficacement. Qui doit être sur le terrain? Si Barkhane est là, Barkhane a les moyens, effectivement, ils peuvent être là, être efficaces, mais il faut que les Africains soient là, soient efficaces et soutiennent les défaillances des armées nationales qui sont sur place. Ça, c'est un. Mais de deux, il y a le volet, la reconstruction de la paix. La construction de la paix, c'est important. Par exemple, quand on regarde là aussi, il n'y a pas de cohérence. Si vous prenez le Mali, ils ont quand même un accord de paix. Il y en avait en 2013 avec Ouaga. Moi, j'étais là-bas le jour, effectivement, où l'accord se faisait. Et maintenant, il y a aussi l'accord d'Alger. C'est un cadre qui suscite, évidemment, beaucoup de controverses, mais c'est un cadre qui existe, qui peut être débattu, et puis que les gens trouvent les moyens. Mais il y a quand même des propositions très concrètes qui peuvent faire avancer les choses. C'est très important. Maintenant, l'autre, c'est de dire, écoutez, voilà, il ne faut pas négocier avec les terroristes. Mais quand vous regardez bien sur les espaces où se déroulent les bagarres, les acteurs qui font également, qui sont dans le conflit, surtout contre leur propre pays, mais on dit c'est les sédentaires ou les nomades. Alors, Président, on parle du G5, certes, mais le plus souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces attaques ne tournent qu'autour de 3 pays. La Mauritanie, par exemple, depuis quelques années, n'est pas touchée par ces violences. Et certains parlent même d'un présumé pacte de non-violence qui aurait été signé entre le pouvoir en place et les djihadistes. Écoutez, moi, j'ai les mêmes informations que vous avez. La Mauritanie nie, mais une chose est sûre, la Mauritanie n'est pas attaquée. On peut dire même du temps de Blaise Compaoré. Exactement. Le Burkina n'était pas attaqué. Donc, il me semble, de mon point de vue, je dis aujourd'hui, moi je ne parle pas des gens qui viennent de l'extérieur, de Syrie ou d'ailleurs. Mais si nous avons les communautés qui se dressent contre les États, comme ça s'est passé chez nous en Casamance, nous avons le devoir absolu de nous asseoir avec eux et de discuter avec eux. Vous n'êtes pas contre qu'il y ait une alliance entre les deux entités? Pour le moment, le pouvoir en place et pour le moment, je ne parle pas des autres. Je parle de ce que je maîtrise et ce qui peut être fait sur le plan normal et que les gens comprennent. 90% des gens qui se battent pratiquement, ce sont des nationaux. Donc, c'est chez nous. C'est parce que les gens ne sont pas contents. Pourquoi ils ne sont pas contents? Les gens disent l'injustice. Les présidents eux-mêmes parlent de la pauvreté. Exactement. Parce que quand vous regardez... le lit de la radicalisation. Oui, mais moi, je ne parle pas d'une radicalité. Il y a des radicalités de la jeunesse. Parce qu'effectivement, par rapport à la politique ne fait plus sens. Les gens, ils viennent pour prendre les institutions, prendre les ressources. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus rien. Alors, mais quand, comment dirais-je, la spiritualité leur parle, mais ils regardent de ce côté. Mais justement, donc, les présidents du G5 ont parlé encore hier d'un plan Marshall pour lutter contre la pauvreté. Vous êtes d'accord? Écoutez, moi je ne suis pas là pour vraiment dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec les G5. On peut bien critiquer ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Je suis totalement d'accord que les gens puissent avoir, de mon point de vue, je pense que l'essentiel n'est pas de se focaliser sur le G5. Le G5, tout ce qu'on peut constater depuis la naissance, depuis jusqu'en 2014, on ne peut pas dire effectivement
qu'ils aient eu la capacité de lutter contre le terrorisme. Donc, il faut peut-être repenser la stratégie, et la stratégie de mon point de vue, elle est régionale. Maintenant, que les présidents fassent leur plaidoyer, leur lobbying, je pense qu'ils sont libres de le faire, ils font de la politique. Quand vous dites repenser la stratégie, c'est juste la réponse militaire ou c'est tout un ensemble? Mais c'est tout un ensemble qu'il faut faire. Repenser la stratégie, c'est d'abord repenser les deux mécanismes sur lesquels on s'appuie pour construire la paix et régler le problème du terrorisme. Un, par les armes. Là aussi, il n'y a pas que les armes. Il faudrait effectivement, de façon globale, réfléchir sur la sécurité humaine. Par exemple, si vous faites, si dans le conflit, vous avez des communautés qui sont stigmatisées, qui sont systématiquement tuées de façon... Si on ne respecte pas les droits humains, parce que ça c'est extrêmement important de respecter les droits humains et le droit humanitaire international. Si vous le respectez, vous recréez la confiance. Vous avez la possibilité de vous asseoir avec les gens et de discuter avec eux. La question de l'impunité, combattre l'impunité. La question de la gouvernance, parce que aussi la gouvernance a amené cette situation, la corruption, une corruption qui est complètement globalisée. Moi j'ai été à Mopti, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que c'est un État injuste, c'est un État prédateur. Et voilà, c'est ça les mots qui sont... Et vous pensez que, comme le théâtre d'opération actuellement, c'est le Mali, vous pensez que IBK a toujours les ressources pour faire face? On sait qu'il fait déjà face à un grand problème au plan politique, le dialogue national boycotté par l'opposition, l'armée aussi. Est-ce qu'on ne va pas retourner à une situation de 2012 avec ce qui est arrivé avec Amadou Toumani Touré? Moi, en tout cas, ma recommandation aux Maliens, c'est de leur dire d'être ensemble. C'est quand ils sont ensemble, quand ils sont forts, de dialoguer. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une situation où, franchement, faire de la politique politicienne, c'est totalement dépassé. Aujourd'hui, il s'agit de la survie de l'État et vraiment, les leaders politiques doivent avoir vraiment un niveau de conscience extrêmement élevé pour d'abord sauver le pays et puis ensuite faire autre chose. IBK fait ce qu'il peut. C'est très bien, mais il faut, avec la communauté internationale, la communauté africaine, faire en sorte effectivement de réconcilier la classe politique et de faire en sorte effectivement qu'ils s'occupent de l'essentiel. C'est ça qui est essentiel. Mais ce n'est pas de dire, écoutez, on va faire... Parce que si vous faites un coup d'État aujourd'hui, comme 2012, ça a été la catastrophe. Donc il faut éviter ça. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'être unis, d'être ensemble, contre effectivement les défis. Et ces défis-là, c'est des menaces terribles même pour la survie de l'État malien, pour la survie des États sahéliens, pour la survie de la région. Parce que le Mali, c'est nous. Vous prenez ce qu'on appelle la région de Caille. La région de Caille, c'est un tout petit peu entre Tambacounda et Bakel. Voilà. Donc, et puis là-bas, ça commence à être affecté. Et donc, il faut que le Mali nous concerne. Ça veut dire l'avenir du Mali, ça nous concerne les Sénégalais. Vous regardez également les frontières avec la Guinée, les pays voisins, sans compter quand vous prenez le Burkina Faso et le Niger et le Nigeria, vous avez le Ghana, vous avez le Bénin, vous avez le Togo. Tous ces pays sont menacés. Et vous savez, les djihadistes, ce n'est pas Allah qui les intéresse, c'est les ressources qui les intéressent. Ils sont dans leur paillage. Justement, c'est le financement. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de lutter contre le terrorisme en essayant de couper les ressources avec, comme vous le dites, les trafics d'armes, de drogue, leur paillage clandestin, comme vous dites? C'est parce que c'est des États immenses. C'est des États immenses, c'est des pays immenses, et l'État n'est pas partout. Il y a des espaces vides d'État. Et ça, c'est les sanctuaires, c'est les espaces de nos droits, où se déroulent toutes sortes de trafics, et même des alliances entre effectivement des groupes armés, la drogue, les trafiquants d'armes, etc., etc. Et c'est pas seulement maintenant, hein, le désert pendant très longtemps a été un carrefour vraiment de commerce. Je dirais pendant très longtemps même c'était la route des caravanes, hein. Mais maintenant c'est le basculement sécuritaire qui fait que vraiment c'est un cocktail de violence inouïe qu'il y a aujourd'hui au Sahel. Et il faut effectivement que les chefs d'État, de gouvernement en prennent une conscience extrêmement aiguë pour notre sécurité à nous tous. Alors, Der l'a brossé il y a un moment, c'est la présence des forces Barkhane au niveau du G5 Sahel.
Parlant de la région du Mali, si on prend cet exemple, à un moment donné, on a entendu les populations réclamer le départ des soldats français. Est-ce que le G5 peut se permettre aujourd'hui de ne plus avoir les forces françaises dans cette zone? Est-ce que vous avez entendu ce que la déclaration du sommet? Les gens ils disent que ceux qui disent à la France de partir, ce sont les chefs d'État qui l'ont dit, ils font le jeu des terroristes. Et dans une certaine mesure, c'est pas très faux. Parce que si la France part, vous allez remplacer la France par quoi? Donc, moi, il me semble effectivement, il faut qu'on soit aussi réaliste. Et savoir que Barkhane, les gens en ont besoin. C'est nécessaire, il faut un travail effectif. MINUSMA, on en a besoin. Il faut un travail effectif. Mais c'est à nous, parce que c'est ça aussi la sous-traitance de notre sécurité. Voilà. Exactement. Nous n'avons pas élaboré en charge nous-mêmes la sécurité de nos Dans États. un premier temps, c'est ce que je vous propose. Il faut qu'il y ait une coalition des armées africaines de la CEDEAO pour aller prêter main forte aux armées qui sont en conflit avec le terrorisme. Je pense que ça, c'est un. Et puis, effectivement, renforcé par le chapitre 7. Ça veut dire un mandat très fort des Nations Unies. Et également renforcé par des moyens logistiques, financiers. Et également, comme je dis, sensibiliser et mobiliser les opinions publiques africaines et faire en sorte, effectivement, que chacun, au niveau où il se trouve, civil ou militaire, puisse faire le travail. Parce que le travail civil ou militaire est extrêmement important. Ce n'est pas seulement l'affaire des militaires. Alors, à vous entendre, si vous aviez un conseil à donner au Sénégal, c'est de préparer la guerre de l'Est, qui va venir de l'Est. De toute façon, il faut que les pays... C'est-à-dire que le problème, c'est le macrocéphalisme. On a tout dans les capitales, peu ou rien à l'extérieur. Je pense que cette coupure-là, qui a été créée par le colonialisme, que nous avons hérité, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, il faut renforcer toutes les frontières nationales. C'est là-bas même qu'il faut mettre les moyens. Quand vous regardez Inates, ça se trouve à Tillabéri. Exactement. Voilà, c'est la frontière, c'est pas très loin de Gao, c'est beaucoup plus proche de Gao d'ailleurs que de Niamey. Exactement. Merci beaucoup à Alioune Tine, le fondateur d'Africa Dome Center. Merci également à Papa Abdoulaye Der et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.